Septembre 1936. J'ai 12 ans, bientôt 13. Je suis scout. Je suis grand. Je suis un grand. Je participe à un camp scout quelque part dans les Alpes. Nous sommes en guerre contre une autre troupe qui nous a volé notre fanion. Il faut aller le récupérer. La règle du jeu est simple. Chacun de nous porte son foulard dans son dos, coincé dans la ceinture de son short. Nos adversaires aussi. On appelle ce foulard une vie. Non seulement il nous faut revenir de ce raid avec notre fanion, mais en récupérant le plus de vie possible. Comme je ne suis pas bien costaud, je perds ma vie dès le début des hostilités. Je suis tombé dans une embuscade. Plaqué au sol par 2 ennemis, ma vie arrachée par un 3e. Et il me ligote à un arbre pour que je ne sois pas tenté, même mort, de reprendre le combat. Et il m'abandonne là, en pleine forêt, attaché à un pin dont la résine colle à mes jambes et à mes bras nus. Mes ennemis s'éclipsent, le front s'éloigne. J'entends sporadiquement des éclats de voix de plus en plus ténus, et puis plus rien. Le grand silence des bois s'abat sur mon imagination, ce silence de la forêt qui bruit de tous les possibles, craquements, frôlements, soupirs, gloussements, le vent dans la futaie. Je me dis que les bêtes, dérangées par nos jeux, vont maintenant réapparaître. Pas les loups, hein. Non, je suis un grand, je ne crois plus aux loups mangeurs d'hommes, non, pas les loups, bien sûr, mais les sangliers, par exemple. Que fait un sanglier à un garçon attaché à un arbre? Rien, sans doute. Il lui fiche la paix. Mais si c'est une laie accompagnée de ses petits? Pourtant, je n'ai pas peur. Je prends mon mal en patience. Une fourmi grimpe sur ma chaussure, puis sur ma jambe nue qu'elle chatouille un peu. Même si elle me pique, même si elle entre dans mon short puis dans mon slip, c'est pas un drame. Je saurais supporter cette douleur. Mes yeux tombent sur la fourmilière proprement dite, à 2-3 mètres de moi, au pied d'un autre pin. Un gigantesque tumulus d'épines grouillant d'une vie noire et fauve. Un monstrueux grouillement immobile. La 2e fourmi grimpe sur ma sandale. Je perds le contrôle de mon imagination. Je vais être dévoré vif, recouvert par ces fourmis. Mon imagination ne me représente pas la chose dans son détail. Je ne me dis pas que les fourmis vont grimper sur mes jambes, qu'elles vont me dévorer le sexe et l'anus, qu'elles vont s'introduire en moi par mes orbites, mes oreilles, mes narines, qu'elles vont me dévorer de l'intérieur en cheminant par mes intestins et mes sinus. Je ne me vois pas en fourmilière humaine ligotée à ce pain, recrachant par une bouche morte des colonnes de travailleuses occupées à me transporter miette par miette jusqu'à l'effroyable estomac qui grouille sur lui-même à 3 mètres de moi. Non, je ne me représente pas ces supplices, mais ils sont tous dans le hurlement de terreur que je pousse maintenant, les yeux fermés, la bouche immense. C'est un appel au secours qui doit couvrir toute la forêt. Le monde au-delà d'elle, une stridence, où la voix se brise en mille aiguilles. Supérieur, aussi démesurément que ma bouche. Je me vide le long de mes jambes. Je me sens mon short se remplir. Je cours. La diarrhée se mêle à la résine. Et ça redouble ma terreur car l'odeur va enivrer les fourmis et attirer d'autres bêtes.
des appels à l'aide. Je suis couvert de bave, de larmes, de morts, de résine et de mer. Le lendemain, je commence ce journal en écrivant « Je n'aurai plus peur ». Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus jamais peur. Ma chère Lisa, te voilà revenu de mon enterrement, rentré chez toi, tristounette, forcément. Mais Paris t'attend. Tes amis, ton atelier, quelques toiles en souffrance, tes projets nombreux, dont ton décor pour l'opéra, tes fureurs politiques, l'avenir des jumelles, la vie, ta vie. Surprise, à ton arrivée, une lettre de maître Courriol. C'est un drôle de présent que te remet le notaire, rien de moins que mon corps. Non, pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce ma vie durant. Non pas un journal intime, disons, non, mais le journal de mon seul corps, réellement. Tu en seras d'autant plus surprise que je n'ai pas été un père très physique. Je ne pense pas que mes enfants et mes petits-enfants m'aient jamais vu nu, assez rarement en maillot de bain, et jamais ils ne m'ont surpris roulant des biceps devant un miroir. Je ne pense pas non plus, hélas, avoir été prodigue en calme. Quant à vous parler de mes bobos à Bruno et à toi, plutôt mauvais. Non, le corps n'était pas un sujet de conversation entre nous, et je vous ai laissé, Bruno et toi, vous débrouiller seuls avec l'évolution du vôtre. Chaque fois que mon corps s'est manifesté à mon esprit, il m'a trouvé la plume à la main, attentif à la surprise du jour. Mon bel amour de fille. Tel est mon héritage. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de mon jardin secret, qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. Je te le confie. Pourquoi toi, précisément? Parce que je t'ai adoré. Ah, c'est bien assez de ne pas te l'avoir confié de mon vivant. Accorde-moi ce petit plaisir posthume. Si Grégoire avait vécu, sans doute, lui aurais-je légué ce journal. Il aurait intéressé le médecin et amusé le petit-fils. Dieu, que j'ai aimé ce gosse. Grégoire, mort si jeune, et toi, aujourd'hui, grand-mère, constituais mon baluchon de bonheur sûr, mon viatique pour le grand voyage. Bien, fin de l'effusion. Fais de ces cahiers ce que bon te semble. Poubelle, si tu juges intempestif ce cadeau d'un père à sa fille. Distribution familiale, si le cœur t'en dit. Ou publication, si tu l'estimes nécessaire. Bref, fais de tout cela ce que tu veux. Comme tu veux. Ce sera bien fait. Papa. Je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur. Je n'aurai plus peur, je n'aurai plus jamais peur. Dodo m'a réveillé au milieu de la nuit, il pleurait. Je lui ai demandé pourquoi. Il a fini par me dire que ses copains le moquaient parce qu'il faisait pas pipi aussi loin qu'eux. Je lui ai demandé s'il roulait bien sa chaussette avant de faire pipi. Il m'a dit « Quoi, ma chaussette ?» Je l'ai amené sur le balcon pour lui montrer. Moi, je connais le truc, c'est Violette qui m'a montré quand j'étais petit, dans le bain. Il faut rouler ta chaussette, hein. Qu'il n'aille pas attraper des champignons, celui-là. Son petit bout est sorti et il a pissé très loin. Jusque sur la Hotchkiss, qui était garée en bas de la maison. Il a pissé aussi loin que la largeur du trottoir. Il était tellement content qu'il faisait pipi en riant, ça envoyait le jet encore plus loin par secousse.
J'ai eu peur que maman se réveille, alors je lui ai mis la main sur la bouche. Et il a continué de rire dans ma main. Il y a 3 façons de faire pipi chez les garçons. Assis, debout, sans rouler sa chaussette, debout en la roulant. La chaussette, c'est le prépuce. Quand tu la roules, tu fais pipi beaucoup plus loin. C'est quand même incroyable que maman n'ait pas appris le truc à dodo. Et d'un autre côté, est-ce que c'est pas instinctif? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que Dodo n'a pas appris ça tout seul? Qu'en serait-il de moi si Violette ne m'avait pas montré le truc? Est-ce qu'il est possible que des hommes arrosent leurs pieds toute leur vie simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'idée de rouler leurs chaussettes? Hier soir, incident chez les Gouards. Nous dînions pour la première fois, un croisement intempestif de mes jambes a débranché mon bazar. Mon pied gauche a fait sauter le tuyau, ça s'est mis à couler le long de mon mollet droit et à se répandre en flaque autour de mon pied. J'ai fait mine de laisser tomber ma serviette. J'ai plongé sous la table, épongé, rebranché, ni vu ni connu. Par contre, j'ai escamoté la serviette. À tout prendre, mieux vaut laisser le souvenir d'un voleur de serviette que celui d'un convive qui pisse sous la table. Grégoire est mort. Le lendemain de son dernier appel, il était dans le coma. Frédéric a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une encéphalite varicelleuse dont on peut éventuellement se remettre, mais c'est une saloperie bien pire, un syndrome de Rayleigh. C'est greffé sur la varicelle et a provoqué une insuffisance hépatique foudroyante. D'après Frédéric, ce syndrome probablement été déclenché par une prise d'aspirine. Il en a trouvé dans la poche de Grégoire. Grégoire a dû vouloir lutter contre sa fièvre en prenant de l'aspirine dont il ignorait cet effet secondaire rarissime. Frédéric l'a fait admettre en réanimation. Il n'y a déjà plus rien à faire. Maman et moi sommes venus le plus vite possible. D'abord, on m'a parlé. Enfin, l'espoir m'a une seconde fait croire à une erreur. Ce corps de cire jaune, criblé de pustules du haut du front jusqu'à l'extrémité des doigts, ça ne peut pas être celui de mon petit-fils. J'ai pensé à un de ces films où l'égyptologue, frappé de malédiction, est momifié devant la sépulture qu'il vient de profaner. C'est bien Grégoire. Sur ce lit d'hôpital, c'était mon Grégoire. En plissant les yeux, j'ai opéré une mise au point qui a gommé le réalisme atroce des pustules. Et j'ai retrouvé mon Grégoire. Mon corps a toujours exprimé, je ne sais quelle grâce. Et même à présent, allongé dans ce brouillard jaune, je connais cet enfant. Bruno a mis 2 jours à rentrer d'Australie. Il est arrivé juste à l'heure de l'enterrement. On pouvait conserver le corps encore. En étreignant Bruno, j'ai constaté qu'il avait forci du gras dans les biceps. Le décalage horaire et le chagrin lui faisaient des joues, le visage ferme. Personne ne s'est beaucoup parlé. Après la cérémonie chez Lison, les jumelles pleuraient sans un mot dans les bras de l'autre. Sylvie monologuait sur des riens, combien elle avait été une mère inquiète, comme Grégoire savait taquiner ses inquiétudes. Frédéric, lui, en retrait.
terriblement présent, sa solitude de veuf.